Ravi de vous retrouver sur le podcast Man Trailing Addict. Pour cette saison 2, notre équipe a mis les bouchées doubles pour vous proposer des épisodes techniques, répondre à vos questions courantes et recueillir des témoignages exclusifs qui vous plongeront encore plus dans l'univers fascinant du man trailing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Judith qui viendra nous parler de son expérience avec Piccola. Devenue aveugle il y a quelques mois, le man trailing a été bien plus qu'une simple activité, mais un réel moyen de rebondir et de surmonter cette épreuve pour toutes les deux. Je ne vous en dis pas plus et je la laisse prendre le micro pour vous parler de son expérience. Salut Judith, comment tu vas ? Bonjour Elsa, ça va bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui au micro du podcast. Tu as été un petit peu notre effet papillon, puisque quand Loupi est rentré dans notre vie, on a cherché une activité à faire avec lui, et c'est toi qui nous as dit, en discutant sur les réseaux sociaux, je fais du man trailing avec ma petite Pico, viens voir, tu verras si ça te plaît, et voilà. Alors, juste pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton histoire, justement, avec ta petite louloute qui s'appelle Piccola ? Alors déjà, merci de m'avoir invitée dans ce podcast. Je suis très contente d'être là. Alors Piccola, elle a 5 ans aujourd'hui. C'est notre chien de famille. C'était mon projet perso, mon chien à moi, mais l'idée, c'était vraiment qu'elle soit avec nous, à la maison, avec moi la journée, parce que je télétravaille beaucoup et je suis donc toute seule la journée. Et c'était mon prétexte pour vivre des activités un peu nouvelles. Elle a eu une vie, on va dire, un début de vie très classique. C'est un petit chiot qu'on a pris en élevage. Et donc Pico, c'est donc la même race que Loupi. Je te laisse le prononcer. Alors, moi, perso, je dis un Anclebourg, mais je sais qu'il y a débat selon si on est français, suisse, québécois ou autre. C'est donc un petit bouvier suisse. Dans la famille des bouviers suisses, il y a 4 races. Le bouvier bernois qui est très connu, qui est gros nounours, qu'on voit sur tous les paquets de croquettes. Et puis les 3 autres un peu moins connus, le grand bouvier suisse, la Penzel et l'Anclebourg. L'Anclebourg est le plus mignon, évidemment, en toute objectivité, et le plus petit. Alors, avec Piccola, comme je t'ai dit, au début, j'étais... Alors, c'est pas naïve, mais j'avais pas forcément exploré tout l'univers canin. Donc, j'ai commencé par faire du club. On a fait 1 an et demi ou 2 ans d'activité dans différents clubs canins. Et puis, une fois qu'on a validé, on va dire, les bases, l'éducation, la socia, moi, je cherchais une activité. Mais finalement, je me suis rendu compte que je voulais pas faire d'agility, je voulais pas faire d'OB, je regardais un peu ce qui se faisait autour de moi, ça me correspondait pas vraiment, ni au niveau d'adrénaline, ni en ambiance, ni la compétition, tout ça. Mais je cherchais quelque chose qui nous amuse. On a testé le dog dancing. D'accord. Et puis, quelques mois. Et j'ai discuté avec d'autres passionnés canins sur les réseaux sociaux. Et j'ai entendu parler du man trailing début 2021. Donc, elle avait 2 ans. Et j'ai tout de suite accroché. J'aimais beaucoup le concept d'être dehors, de faire ce côté recherche, le côté olfactif. Et puis, vraiment, cette activité en binôme, c'est vraiment ce que je cherchais à faire avec ma chienne. C'est une activité qui nous apporte beaucoup, d'abord parce que ça nous sort de notre quotidien, ça nous change nos habitudes, je ne vais pas dire que ça nous met en difficulté, mais ça nous sort de notre zone de confort habituelle. Et donc, moi, ça m'a beaucoup changé de mon quotidien, d'être au bureau, assise, j'ai un travail très scientifique, très carré. Là, c'est en extérieur, on est plus sur le ressenti, le comportement, la lecture d'un animal, l'éthologie. Enfin, c'est vraiment à l'opposé de ce que je fais. Enfin, c'est très différent de ce que je fais au quotidien. Donc, moi, ça correspondait vraiment à ce que je cherchais pour me changer les idées. Et pour Piccola, je pense que ça a été dit dans d'autres épisodes du podcast, mais c'est vrai que c'était une chienne, quand on a commencé, qui était vraiment très timide, très réservée envers les humains. D'abord parce que c'est son caractère, mais c'est aussi très ancré dans cette race. Elle est toujours assez réservée, elle a son caractère, elle ne donne pas sa confiance tout de suite, mais c'était l'occasion de lui faire rencontrer une grande diversité de personnes, surtout, on va dire, en période post-Covid 2021-2022. Et puis, ça lui a permis
de s'éloigner de moi, de prendre ses décisions. Voilà, c'est un chien qui est toujours très attentif à ce que je fais, à ce que je dis, à mon corps, à moi, quoi. C'est des chiens qui sont très focus sur leur humain de référence. Donc, en ce sens, ça lui a fait du bien aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, ça rentre aussi dans la social, quoi. Oui, et puis, alors on voit beaucoup, alors sur les réseaux ou dans les conseils canins, tout ça, les promenades silencieuses, laisser son chien prendre des décisions en balade, tout ça, c'est très bien. Nous, on le fait. Parfois, on n'a pas le temps, c'est la pause de midi, on n'a pas le temps de laisser son chien prendre des décisions. Et moi, je vois toujours les séances de man-trailing qui venaient une fois de temps en temps le week-end, comme encore une activité différente, tout comme on va enrichir le quotidien du chien en faisant une balade en animalerie, en jardinerie, une sortie en ville, une sortie... Voilà, pour moi, c'est vraiment un enrichissement, le summum de l'enrichissement dans ces activités. En ce qui me concerne, ça m'a appris beaucoup sur moi et sur elle, ça m'a permis de prendre confiance en elle, c'est-à-dire en son sens du jugement. Ça m'a permis d'améliorer ma capacité de lire son comportement, de comprendre ce qu'elle est en train de faire juste en la regardant. Et puis, bien sûr, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir l'univers canin en général et celui du flair en particulier. Ça veut dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été vraiment une belle occasion, le man-training, de partager avec les autres pratiquants et avec les coachs. Il y a vraiment du lien qui se crée autour de cette passion commune où on partage des conseils, des retours d'expérience, pas seulement sur le man-training, sur la gestion de son chien en vacances, le quotidien, les balades, les petits bobos, les petits tracas, avec des personnes qui ont finalement une vision similaire, chacun a son caractère, mais une vision un peu proche en termes de binôme avec son toutou, quoi. Donc, ça a été humainement aussi vraiment enrichissant de pratiquer cette activité. J'ai le souvenir de quelqu'un, un participant, qui m'avait dit « Ah, je pensais que j'avais un chien compliqué, difficile. » Et il m'avait dit « Quand je suis là, je me rends compte en discutant avec les autres qu'en grattant un peu sous la surface, alors c'est pas que tout le monde a un chien compliqué, mais tout le monde a une histoire. Chaque chien peut avoir... les chiens sont pas parfaits, on n'est pas sur Instagram. Chaque chien a un passé. Et chaque maître un peu soucieux de savoir ce qui se passe dans la caboche de son cabot, évidemment, a... Voilà, des histoires à raconter et ça nous conforte aussi entre nous de se dire ah voilà, c'est pas qu'on se réjouit des misères des autres, mais vraiment moi j'ai des foultitudes d'exemples voilà de partage comme ça, d'expériences et de moments très très chouettes humainement sur le thème canin. Et c'est pas seulement effectivement je viens faire une activité, j'ai fini, je me casse, quoi. C'est vraiment un échange avec tous les humains qui viennent participer ce jour-là et les coachs qui sont là. C'est vraiment un chouette moment, les séances de man-training. Un petit côté anecdotique, mais pas anodin pour moi, un aspect très pratique que ça m'a apporté avec mon quotidien avec Piccola, c'est qu'au man-training, on doit faire attendre le chien en voiture, beaucoup. Alors pour certaines personnes, c'est un point difficile et c'est assez bloquant. En tout cas, moi, ça l'a été quand j'ai commencé et j'ai vu beaucoup de participants qui débutaient pour lesquels c'était quelque chose de complexe. Maintenant que c'est acquis pour Piccola, je reconnais que c'est ultra pratique. Piccola, elle sait attendre en voiture. Pico a commencé à avoir des problèmes de vision et elle a perdu progressivement la vue. Aujourd'hui, elle est aveugle. Comment est-ce que tu t'es rendu compte de ses soucis de vision ? Alors, ça a commencé effectivement l'été dernier. Elle a perdu la vue d'un premier œil. On a mis pas mal de temps à s'en rendre compte. Alors, je m'en suis voulu, évidemment. On se dit toujours, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais fallu. En gros, elle avait une certaine asymétrie. Elle a eu un œil qui est devenu un peu plus foncé. La pupille était un peu plus large. Donc, ça donnait un côté plus sombre. Mais on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. En fait, pour la blague, on est allé chez le véto parce qu'elle avait une petite conjonctivite à un œil. Et en fait, c'est l'autre œil qui a perdu la vue. Et lui, c'est le véto qui m'a dit, bah oui, d'accord, cet œil-là, il est un peu rouge, mais l'autre, surtout, la pupille, elle est dilatée quasiment tout le temps, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la rétine derrière ne fonctionnait plus bien. Donc, on a fait plusieurs rendez-vous. Ils n'ont pas trop compris, c'était assez étonnant. Le type de dégradation, en fait, correspondait pas aux maladies classiques connues, référencées.
Et puis, j'ai remarqué une fois à la frontale, un soir, au One Training, un soir, que quand tu renvoies la lampe, tu sais, dans les yeux de ton chien, tu vois 2 points lumineux qui te regardent dans les buissons. Et là, il n'y en avait qu'un point lumineux. Et je me suis dit, oh, bah, c'est bizarre, oh, bah, c'est l'angle, oh, bah, elle se tenait peut-être d'un côté. Enfin, voilà, ça m'a tracassé, mais en même temps, je me suis dit, voilà. Et en fait, c'est parce que la rétine, du coup, qui est là, qui ne fonctionne plus, ne renvoie plus la lumière. Pour le deuxième œil, on était évidemment plus attentif. On s'en est rendu compte beaucoup plus vite. C'est arrivé en février de cette année. Donc, vraiment plusieurs mois après le premier œil. Et là, on s'en est rendu compte très vite. Elle se cognait, elle réagissait au son. C'est-à-dire que si tu lui envoies une croquette, avant, elle la suivait des yeux, mais là, elle n'y allait que quand elle tombait au sol en faisant poc. Enfin, vraiment, c'était évident. Donc, on a tenté différentes choses. Bon, enfin, les traitements, des gouttes, des antibiotiques, des corticoïdes, enfin, différentes choses. Le veto était un peu désolé au bout de quelques semaines. Il m'a dit, non, ça, on n'a pas réussi à récupérer même le deuxième œil. Donc, elle voit suffisamment pas pour que le quotidien nécessite un aménagement. Elle trébuche, elle tombe dans les escaliers. Comment t'adaptes le quotidien avec elle, du coup, maintenant qu'elle voit plus du tout? Alors, donc, comme je t'ai dit, entre le premier œil et le deuxième œil, on a commencé à se poser des questions sur le quotidien, mais mollement, en espérant qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. On avait beaucoup fait des petits jeux de comment ça s'appelle, hunting games, là, d'aller chercher des croquettes un peu partout dans la maison pour qu'elle ait une bonne cartographie mentale de chez nous. Aujourd'hui, je vois que c'est pas vraiment la peine. D'abord, la maison, elle la connaît suffisamment bien. Et si on est sur un lieu de vacances, un endroit nouveau, on fait le tour du jardin, on fait le tour des pièces 1 fois, 2 fois max avec elle. Et franchement, c'est bon, elle ne se cogne pas dans les meubles. Enfin, c'est assez bluffant. Je dirais que les premiers temps, on a beaucoup renforcé les mots. On avait déjà bien le rappel, la marche au pied, monter, descendre, s'arrêter, etc. Tout ça, c'était vraiment bon, mais on a renforcé toute cette communication verbale. Mais voilà, donc je dirais faire attention à tout ce qui va être les différentes étapes quand on se promène, les différents obstacles. Donc, on a essayé de mettre des mots sur tout ça. Chez nous, on fait attention aux escaliers. Et donc, on a mis des petits tapis antidérapants pour qu'elle ait un retour tactile, un retour haptique au niveau des marches. Parce qu'en fait, si elle court pas, si elle fait attention, il n'y a pas de souci. Si elle est excitée, s'il y a quelqu'un qui arrive à qui elle veut aller faire la fête, elle va avoir tendance à courir. C'est là qu'elle va glisser, tomber. Mais sinon, il n'y a pas besoin de... Là, je vois pendant les vacances, quand on est quelque part, il n'y a pas besoin d'aménagement particulier. Ça l'empêche pas de temps en temps de se prendre une porte. Un truc bête, le lave-vaisselle ouvert. C'était pas intuitif, mais on doit aussi faire attention à ses dépenses physiques, quoi, qu'elle s'empâte pas trop, parce que finalement, on va pas courir. Je vais plus essayer de... Elle a jamais trop aimé, mais tout ce qui est canicross et tout ça, courir avec elle, je le fais plus, ça la stresse beaucoup trop. Je vois bien, elle fait quelques foulées, et après, ça, elle est énervée, elle fait ses petites colères dans le bourg, elle aboie. Donc, ça a vraiment renforcé son côté extrêmement prudent. Mais globalement, dans les balades, ça n'a pas vraiment changé toutes ses relations, enfin ses interactions avec les humains, les chiens. Les premières semaines, elle était un peu craintive. On a vraiment renforcé les friandises, tout ça, pour essayer de marquer des choses positivement. Et au contraire, maintenant, à chaque fois qu'on croise des gens, elle vient quémander sa petite récompense. Elle vient... Non, ça... Heureusement, avec les humains, ça n'a pas du tout créé de soucis. Avec les chiens, elle a un seuil de tolérance globalement plus bas. Elle va vraiment que apprécier des contacts doux, des chiens un peu plus vieux ou en tout cas un peu plus respectueux. Même si elle joue un tout petit peu, elle joue beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Voilà, sur les petites modifications au quotidien. Donc en fait, c'est plus moi en balade où j'essaie d'être vraiment vigilante sur son environnement direct, que ce soit le terrain ou que ce soit les rencontres. Donc ça m'a demandé beaucoup d'ajustements à moi. Les premières balades, c'était fatigant pour moi. Et j'avoue qu'au début, on n'en a pas fait beaucoup. Entre la stupéfaction, de la perte du deuxième œil, sans rentrer dans les détails, il n'y avait pas que les yeux, parce que la vraie question, dans le fond, c'était pourquoi elle a ça et qu'est-ce qu'elle pourrait avoir d'autre qui cause ça. Donc, on a quand même cherché des maladies sous-jacentes, que ce soit une infection, que ce soit auto-immune, cancer, etc. C'était jamais des trucs très réjouissants. Et donc, on a eu une période où on n'a pas beaucoup fait d'activité, quoi. Pendant un moment, vous avez un peu arrêté le man-training à ce moment-là, ou vous avez continué? Ça s'est passé comment à ce moment? Alors, on n'a pas vraiment arrêté. C'était les vacances scolaires quand on a eu le diagnostic du deuxième œil. On a fait beaucoup d'examens pour
essayer de comprendre. Donc, le deuxième œil, c'était en cours, il y avait infection, il y avait inflammation, tout ça. Donc, on a fait pas mal d'examens, on avait pas mal de rendez-vous chez le véto et on n'avait pas trop de man-trailing de prévu. En revanche, on avait une séance prévue en mars et un stage de 4 jours, justement, à Langres, prévu fin mars. Donc, ça a été une vraie question. Donc, passer un peu les premières semaines où moi, j'ai beaucoup broyé du noir, on s'est beaucoup posé de questions, on a beaucoup été chez le véto. Franchement, tout le mois de février, on avait un peu la tête sous l'eau. Et puis après, assez rapidement, on a essayé de sortir de cette phase catastrophée. J'ai recontacté évidemment Karine pour lui dire, voilà, changement de programme, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut continuer les sessions de man-training où on est inscrit et comment on fait Donc, j'ai pas vraiment arrêté. C'est juste qu'entre février et mars, j'en avais pas de prévu. Et donc, finalement, rapidement, tu t'es retrouvée en séance de man-training. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des changements dans sa façon de travailler, dans la façon de gérer ? Alors, déjà, je dois vraiment remercier Karine parce que tout de suite, elle m'a dit que, évidemment, je pouvais continuer de venir, qu'on allait s'adapter, qu'elle ne voyait pas de raison de se couper de cette activité, bien au contraire. Elle n'a jamais émis le moindre doute sur le fait qu'on puisse poursuivre le man-training. Elle a été extrêmement rassurante, bienveillante, optimiste. Et elle m'a dit, écoute, on va tester, on va voir, on va voir. Et en fonction de comment ça se passe, tu pourras venir au stage ou pas si tu le sens pas. Mais vraiment, elle a été extrêmement ouverte et au dialogue et vraiment très, très présente. Donc, concrètement, donc on a repris comme prévu au mois de mars, évidemment avec des objectifs techniques réduits. Et je dois dire beaucoup, beaucoup de plaisir sur cette première séance. Je me souviens d'une petite piste tout à fait modeste en tracé, mais dans de l'herbe pour qu'il n'y ait pas de difficulté, pas de chute, pas de ravin, pas de falaise, etc. Moi qui suis en plus d'un naturel assez anxieux, vraiment, on avait fait quelque chose de très tranquille. On a fini la piste, on est revenu à la voiture et elle m'a regardée avec son sourire, la langue pendante, les babines ouvertes. Elle s'est roulée dans l'herbe. Enfin, elle était contente, quoi. Vraiment. Donc, cette reprise, ça a été vraiment un petit déclic pour nous de se dire OK, ça, là, on a traversé une phase, on a été inquiet, on a été triste, on s'est posé beaucoup de questions, on a acheté des tapis antidérapants, tout ça. Mais ça, on va pouvoir continuer. Parce qu'à ce stade, je ne savais pas trop, je n'avais pas refait beaucoup de sorties, beaucoup de balades, je me posais beaucoup de questions sur ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Donc concrètement, l'adaptation au man-trailing, c'est une piste. Donc il faut que le coach quand même anticipe un peu une piste sans risque de chute, pas trop d'escaliers, de pentes, que ce soit adapté en difficulté pour elle et pour moi, parce que moi, ça me demande le travail habituel du man-trailing, plus le fait d'être vigilante sur le terrain juste devant elle, en fait, l'environnement proche et lointain. Une longe un peu plus courte, on va éviter le 12 ou le 15 mètres, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis le reste, la lecture de l'attitude du chien, de l'environnement. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et après, au fur et à mesure, on a ajusté, par exemple, d'informer le traceur pour gérer l'arrivée, que ce soit bien adapté. Sinon, Piccola peut, par exemple, être tout proche et puis tourner un peu en spirale autour du traceur, alors que pour un chien qui voit, il serait visible tout de suite. Le travail de pistage serait terminé. Donc, dans ces cas-là, une petite aide verbale, par exemple. Donc, il y a différents ajustements, mais moi, je pense que ça en valait vraiment la peine parce qu'elle a clairement du plaisir à pratiquer cette activité. Peut-être même encore plus qu'avant. En tout cas, elle manifeste vraiment de la détermination, de la joie. Je ne sais pas si on peut parler de ces émotions-là pour nos chiens, mais elle est vraiment concentrée. Et quand elle a fini, elle exulte. Enfin, ça lui fait vraiment du bien. Et moi, ça me fait du bien aussi. Et il y a un truc quand même assez fou, c'est que, alors, tu disais, il y a des adaptations, il faut que tu anticipes ce qu'il y a devant elle, mais tu ne lui signales pas tous les obstacles. Par exemple, s'il y a un arbre devant elle, elle l'évite d'elle-même. Quand il y a un obstacle, alors ça dépend si elle est en libre ou en laisse, parce que j'essaie quand même de la promener encore beaucoup en libre,
Mais si elle est en laisse, comme je l'ai dit, si elle va pas trop vite. Bon, elle se baladait beaucoup le nez au sol avant, mais alors maintenant, c'est non-stop. Donc, si elle va pas trop vite et que je tends un peu la laisse, je la ralentis juste et qu'elle a le nez au sol, s'il y a un obstacle, elle va le sentir. Et après, on a mis le mot en jambe pour un tronc ou un machin. Mais même sans le mot, je lui dis juste attention, ou je tends un tout petit peu la laisse. Elle ralentit, elle sent qu'il y a un truc et elle l'enjambe. Donc après, comme au man-trailing, on a la longe. De toute façon, elle est loin de moi. Donc, je peux pas toujours la prévenir s'il y a un trottoir ou quelque chose. Mais si je la ralentis, comme c'est le but normalement au man-trailing, on laisse pas son chien galoper, on est censé le ralentir. Et du coup, en général, elle gère à peu près. C'est plus les trottoirs qui descendent, qui sont un peu plus délicats, mais au pire, elle tombe sur 10 cm, c'est pas bien grave. Donc oui, je lui dis pas toujours et elle se débrouille. Ce qui va lui poser problème particulièrement sur la piste, ça va être quoi comme type de... Alors, au tout début, les premiers mois, elle se prenait des poubelles, des poteaux, même des choses un peu grosses. Je pense qu'à force de se cogner, elle en a eu marre. Maintenant, elle fait vraiment plus attention. Comme je disais, elle va marcher prudemment. Quand c'est un vrai obstacle et qu'il y a une prise d'air qui change, typiquement un gros arbre, normalement, elle va pas se le prendre. Alors, j'imagine que c'est parce que si elle marche pas trop vite, elle sent les odeurs ou la mousse ou le bois ou peu importe, elle va pas le prendre. Si c'est une grille, quelque chose qui laisse passer l'air, c'est un peu différent. Même une vitre, ça dépend vraiment de son degré de vigilance à ce moment-là. Elle s'est pris pas mal les trottoirs parce que c'est bas. Mais globalement, je pense qu'elle suit les couloirs olfactifs sur les trottoirs parce que s'il y a une chicane, elle ne la prend pas. Elle fait le tour. Voilà, il y a des choses que j'ai remarquées, mais ça a évolué. Hein. Donc là, ça fait disons 6 mois. Sur les 2-3 premiers mois, elle faisait certaines choses qu'elle gère mieux aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, en balade, même en libre, d'abord, elle a compris que quand je disais attention, c'était pas des blagues, donc elle s'arrête. Vraiment, elle fait attention. Et la grosse difficulté du man-training, entre guillemets, c'est que elle peut, c'est toujours nouveau. Ouais, elle peut pas utiliser... Voilà, au man-training, elle peut pas utiliser une connaissance existante du lieu, mais... elle m'a en permanence en bout de longe dans l'attention pour les infos. Mais c'est vrai qu'elle a une capacité à retenir assez rapidement les nouveaux lieux. Moi, ça m'avait un peu freiné au début. J'avais lu des choses qui disaient « Oui, quand on a un chien aveugle, il ne faut pas déplacer ses meubles et tout ça. » Et j'ai lu aussi d'autres choses qui disaient « Non, on peut déplacer ses meubles, simplement, il faut le faire avec une certaine cohérence. » Et moi, aujourd'hui, en tout cas pour mon chien, je sais que je peux déplacer des meubles du moment que je fais le tour avec elle une fois. Tu disais tout à l'heure aussi que ça t'avait... ce que vous aviez mis en place au man-training, par exemple, avec la tension de la longe, qui l'aide à se dire « Ouh là là, attention, je m'applique, il peut y avoir un obstacle », c'est quelque chose qui t'a servi au quotidien. Est-ce que le man-training, ça t'a apporté d'autres choses dans ton quotidien avec Pico ? Ça m'a clairement aidé à reprendre confiance. Je me souviens donc cette première séance de man-training et le stage qu'on a refait au mois de mars. Donc environnement nouveau, logement étroit, avec des gens, de la promiscuité, de tout nouveau. Et je me suis dit, ok, tous les humains autour de nous sont au courant, tout le monde va aider, contribuer, on est dans l'environnement le plus sécurisé possible. Et ça m'a vraiment permis après de sauter le pas et de me dire, ok, en fait, c'est bon, je peux partir en week-end avec elle, je peux l'emmener, je peux... Et je pense que le fait de... J'aurais pas été déjà inscrite au stage, je sais pas si j'aurais été. Le fait d'avoir été déjà inscrite, je me suis dit, ok, bon, j'y vais, on verra. Et ça m'a vraiment permis de retourner, me promener, l'emmener faire des balades dans des endroits qu'elle connaît pas. Je pense pas que toute seule, j'aurais mis beaucoup plus de temps à me pousser à faire ces activités. Donc, retrouver des activités, reprendre confiance, ça a été clairement grâce au man-trailing. Et aux gens, aux coachs et à toutes les personnes avec qui j'ai fait du man-trailing en mars et en avril, clairement. En fait, ton coach, ok, il te fait tes pistes, il fait progresser ton chien, il te fait progresser, mais Mon coach, il gère. Ouais, il gère, voilà. Il t'assure la sécurité, il fait tout pour que tout se passe bien, et toi, tu as juste à te rendre compte que ça se passe bien et que tu vas passer un bon moment avec ton chien, et voilà. Ouais. Et à partir du moment où j'ai vraiment informé la coach de tous les détails de Picola, de sa condition, et qu'elle m'a dit « Ok, on va gérer », j'ai essayé comme ça de se décharger, de me décharger de tous ces tracas que je portais là depuis des semaines,
en me disant, OK, déjà, elle va gérer l'environnement. Moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur la partie mantrailing. Et je pense que ça m'a fait aussi du bien de me dire, voilà, la charge morale est partagée sur plusieurs humains et on se serre les coudes. Et voilà, humainement, c'était extrêmement précieux aussi. Et pas que la coach, hein, tous ceux qui sont là, enfin, tous ceux qui font du mantrailing le savent au moment d'un stage ou d'une séance. Il y en a qui sécurisent la route, il y en a qui restent aux voitures, il y en a qui vérifient que ça se passe bien, il y en a un là. Et toute cette équipe humaine m'a vraiment aidé à reprendre confiance en mon petit chien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ta conclusion que je trouve très touchante et qui me parle beaucoup. J'espère vraiment que ton témoignage va pouvoir aider certaines personnes peut-être à découvrir le mantrailing et à se projeter avec leur chien, notamment s'ils n'ont pas réussi encore à trouver une activité qui pourrait leur convenir, que ce soit pour des raisons de santé, des raisons de comportement, des raisons d'âge. Ça peut aussi tout à fait être le cas pour un chien plus âgé qui supporte moins les activités très intenses. On dit souvent que le mantrailing, c'est adapté à tous les chiens. C'est pas juste une belle parole, c'est un fait. C'est vraiment une activité qui est ultra, ultra adaptable. Et je pense que Pico et toi, vous en êtes la preuve. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que si notre travail vous plaît, votre meilleur moyen de nous soutenir et de nous le faire savoir, c'est toujours de partager autour de vous, de parler du podcast. On se retrouve le mois prochain en compagnie de Virginie qui viendra nous parler des différentes disciplines et plus précisément des différentes disciplines de flair que l'on peut faire avec son chien. Donc elle nous parlera un petit peu des différences et des points communs qu'on peut trouver, que ce soit en loisir, en compétition. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt en piste.